avec un exemple de laboratoire simple. On fait un prélèvement sanguin chez lui, on dit que c'est un hypocalcémie. On ne peut pas être devant un malade qui a des symptômes qui peuvent simuler l'hypocalcémie. Par exemple, il a des crampes, il a des paresthésies. Et je vais dire que c'est malade à l'hypocalcémie. Je ne peux pas le dire. Sans que je n'ai pas devant moi un examen au laboratoire qui confirme ça. Comme vous savez, la définition du syndrome néphrotique, la définition du syndrome néphrotique est purement biologique. La définition aussi de l'hypocalcémie est purement biologique. Donc, soit on a, en fonction de la calcémie totale, soit un minimum, soit un milligramme. Donc, un minimum, la calcémie normale, vous connaissez la valeur normale? De 25 à 2,5. Un minimum. Je n'ai pas la réponse pour vous, quelqu'un. Pour la définition de calcémie, si c'est en fonction des millimètres, c'est entre 2,2 et 2,6 millimètres. Et pour la calcémie totale, ce n'est pas un millimètre, c'est entre 88 et 105 millimètres par an. Et il y a une définition aussi en fonction de la calcémie, du calcium ionisé, c'est-à-dire des calcium qui n'est pas lié au protéine. Et on verra la différence entre calcémie liée aux protéines et un calcium ionisé. Donc, la définition est très simple. C'est une calcémie totale qui est inférieure à 2,2 mg, inférieure à 88 mg par litre, ou un calcium ionisé qui est inférieur à 1,7 mg par litre, ou 6 mg par litre. Pourquoi cette question? Pourquoi on cherche à enseigner aux étudiants et aux médecins généralistes, les futurs médecins, cette question de l'hypocalcémie? Parce que c'est une question qui est assez fréquente. Vous allez la voir tous les jours à l'hôpital. Soit dans un service de néphrologie, qui est le nôtre, mais vous allez la voir en pédiatrie, vous allez la voir en réanimation, vous allez la voir en neurologie, vous allez la voir partout. Et en consultation de médecine générale, vous êtes dans votre bureau, vous recevez un malade qui vient, qui se plaint de quelques signes cliniques, qui subit une hypocalcémie. Donc, c'est une question assez fréquente. Son diagnostic est biologique, comme on l'a dit, il y a des signes cliniques qui suivent cette hypocalcémie. Les étiologies sont très variées, il y a plein d'étiologies. Mais, en fonction de la physiopathologie et de la physiologie qu'on va voir, on verra que les étiologies sont très faciles à guetter. On peut les avoir facilement si on a le réflexe de comprendre comment ça se passe la régulation du code d'action. Et le pronostic vital est menacé quand il s'agit d'une hypocalcémie aiguë, sévère, menaçante, qui n'est pas prise en charge. Si vous passez à côté d'une hypocalcémie aiguë sévère, que votre malade décède, c'est grave pour un médecin. Le calcium a plusieurs rôles, mais ses principaux rôles, c'est surtout dans sa structure, parce que notre os est fait de calcium. 99% du calcium est dans les os, dans les dents, et le calcium ionisé qui n'est pas lié à protéines, les ions, c'est lui qui permet, comme vous l'avez déjà vu, en physiologie, comme vous étiez en deuxième année, qui permet la construction la contraction musculaire. Et vous verrez que les signes cliniques apparaissent surtout dans cette structure. C'est les problèmes neuromusculaires. Le malade a plus de symptômes neuromusculaires. Et joue un rôle principal dans la coagulation. C'est pour cela, pour baisser la tension en même temps. Vous avez fait des modélisateurs? Oui. Les inhibiteurs de calcium, ils font baisser la tension. Donc, comme je viens de le dire, le calcium dans tout l'organisme, il pèse environ, on a 1 kg de calcium dans l'organisme. Mais 99% c'est dans nos os. 0,2% c'est dans le plasma et tissus. Mais les diagnostics d'hypocalcémie, on va l'avoir uniquement avec le plasma. On ne va pas aller chercher le taux de calcium dans les os. Donc tout ça dépend de ce qu'on appelle le plasma.
il y aura une partie qui sera liée aux protéines. C'est elle qu'on appelle calcium totale. Il y a une qui est vide, qu'on appelle le calcium. C'est lui qui est actif, c'est lui qui permet la conduction nerveuse, la conduction musculaire, et ainsi de suite. Et il y a un calcium qui est lié au sang. Et une grande partie de ce calcium est liée à la vie. Vous allez comprendre pourquoi on est en train de citer. C'est un calcium qui est lié la même chose, c'est un calcium qui est lié aux protéines. Le calcium qui existe, c'est lui qui n'est pas lié aux protéines, c'est lui qui permet de faire les échanges. C'est lui. Donc, par jour, on reçoit environ 1 gramme de calcium qui sera dans l'intestin. Vous verrez que tout dépend de ces trois de l'os, du rein et de l'intestin. Et c'est pour ça que nous, on vous fait surtout parce qu'il dépend de l'os. Donc, il y a une grande partie qui est gérée au niveau. Il est absorbé au niveau de l'intestin. Et une grande partie peut passer dans les selles. Ce qui arrive au niveau du rein, à 98%, il est réabsorbé. Ça va filtrer. Parce que vous avez le globule, vous avez les tubules. Le globule, il fait la filtration, comme vous avez. Les tubules, il faut la réabsorption, il faut la sécrétion. Et 98% de ce calcium sera absorbé. Et 2% sera dans les yeux. Alors que le bilan est négatif au niveau de l'os. Tout ce qu'on lui donne comme calcium à l'alimentation, il va partir de l'organisation. Le bilan est toujours, actuellement, est toujours négatif, sauf s'il y a un problème. Sauf si la personne, s'il a une hypocalcémie, il y aura une résorption osseuse importante. L'os va donner du calcium. Donc, on a dit que les sites principaux de la régulation du calcium sont au niveau digestif, au niveau de l'intestin, c'est au niveau du rein et au niveau de l'os. Au niveau digestif, il y aura une absorption, peut-être passée comme un actif, par l'intermédiaire de la thyroïde. Il y aura une grande partie qui va partir dans les selles. Au niveau de l'os, il y a la résorption par les ostéoblasts, et au niveau rénal, on a la réabsorption. Je sais que vous êtes pressé à aller au niveau du diagnostic, mais quand vous comprenez cette partie, ça sera trop facile. Donc, au niveau de l'absorption intestinale du calcium, si on veut augmenter le taux de calcium, ou on a besoin de calcium, on augmente l'absorption du calcium. Parce qu'il y avait une grande partie qui fuitait dans les selles. On va augmenter cette absorption par une vitamine D active qui est 25 dihydroxycholécalciferol. Ou il y a d'autres médicaments qui diminuent l'absorption du calcium. Corticoïdes, vous savez très bien. Quand on met un malade sur corticoïde, on lui ajoute ce qu'on appelle tout traitement. Par corticothérapie, on donne quoi? On donne un traitement adjuvant. Le traitement adjuvant, c'est pour prévenir les complications dues à la corticothérapie. Parmi les traitements adjuvants qu'on a, c'est du calcium et du potassium. Parce que les corticoïdes, ils favorisent l'hypocalcémie, ils favorisent l'hypocalcémie. Au niveau de ça c'est notre organe, c'est un organe très noble, on appelle le rein, il est le plus noble de tous les organes d'organisme. Donc, tout le calcium est filtré, tout ce qu'on reçoit comme calcium est filtré à 100%. Mais, filtré, ça veut dire qu'il doit passer dans les urines, il est dans les tubes, n'est-ce pas? C'est des urines, il y a déjà des urines qui se sont constituées dans les urines. Mais il y a des mécanismes de concentration et de dilution des urines. Vous avez étudié dans la physiologie. Donc, 50 à 60% de ce calcium sera réabsorbé. On ne va pas le laisser passer dans le cerveau. Au niveau du tube continé proximal, 20 à 25 dans la partie large ascendante de l'os de l'éveil
et 10% dans des types conformés distincts, et 2% vont passer dans des cellules. Vous voyez, 98% du calcium est absorbé. Vous verrez dans le mécanisme de la maladie elle-même, la physiopathologie, que quand on veut favoriser une hypocalcémie d'origine générale, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut arriver? Les meilleurs moyens, c'est la maladie qui va le faire. Il y a moins de réabsorption de ce calcium. Si on a moins de réabsorption de ce calcium, le calcium va fouiller au niveau des yeux. On a la calciurie, important. Il y a des maladies, il y a l'hypercalciurie familiale, c'est une maladie héréditaire, parce qu'on a des fois de réabsorption de calcium au niveau rénal. Donc la gestion du calcium, les hormones, en fait, il y a beaucoup de choses. Surtout tout ce qui est trouble de la vie politique. Vous allez toujours entendre parler de hormones. Dysradrie, vous allez entendre parler certainement d'ADH, hormones antigénétiques. Vous avez vu le côté de la matière certainement, n'est-ce pas? Donc, quand il y a une sécrétion, n'importe quel ADH peut y avoir une hyperactivité. Quand vous avez un diabète insipide, l'ADH n'agit pas, n'est-ce pas? Donc, les hormones sont assez importantes au niveau de la régulation des ions de trois principales, il faut les retenir. La PTH, la vitamine D et la calcitonine. Mais dans l'hypocalcémie, les deux hormones qui agissent plus, qui régulent plus, on cherche les hormones hypercalcémiques. On ne cherche pas les hormones hypocalcémiques. La calcitonine, c'est une hormone hypocalcémique. C'est pour cela qu'on la donne dans le traitement de l'hypercalcémie. Il faut donner la calcitonine. Donc la PTH, elle agit au niveau osseux, elle agit au niveau rénal, elle agit aussi au niveau digestif. On va voir ça. La vitamine D, elle agit aussi au niveau rénal, elle agit aussi au niveau digestif. Tout ça pour favoriser une augmentation du stock du calcium. Et il y a d'autres hormones, comme on a dit, le cortisol, qui antagonise le calcium de la qualité, qui a un effet. Ça, on a. Comme vous dites, la calcium, elle augmente la calciurie. Vous avez dit que dans le traitement de l'hypocalcémie, vous le donnez pour l'hypercalcémie. Le traitement de l'hypercalcémie. Vous voyez ici, quand vous avez une hypocalcémie, il y a ce qu'on appelle une émission du récepteur du calcium, le CASA. C'est un récepteur que nous redémarrons par la thyroïde. Donc, ce récepteur, il va favoriser la sécrétion de la PTH. La PTH, elle agit au niveau rénal, elle agit au niveau osseux. Elle agit indirectement au niveau digestif. Elle agit au niveau rénal en favorisant la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal. Heureusement, parce que si elle agissait au niveau du tube contourné proximal, on va réabsorber beaucoup de calcium. Donc c'est pour compenser. Elle agit au niveau osseux en favorisant le remodelage osseux, la libération du calcium au niveau osseux. Et agit au niveau digestif en permettant une activation de la vitamine D. Et la vitamine D va réabsorber le calcium et on a une augmentation du calcium. C'est juste pour la vitamine D, on va s'intéresser juste à ce qu'elle fait au niveau, ce qui est en rapport au niveau du rein. Donc elle favorise la réabsorption tubular distale du calcium et elle augmente la libération aussi du calcium. Je ne parle pas de ce qui se passe au niveau nucléaire et voilà. Donc, si vous avez une diminution du calcium ionisé, parce que ce qu'on sent, c'est le calcium ionisé, ce n'est pas la calcium, ce n'est pas ce qui est lié. Il y aura une activation des récepteurs sensibles au calcium. Le récepteur dont je vous ai parlé, ici un SA. Donc, il va favoriser, s'il est inactivé, il va favoriser
sécrétion de la PDH, donc diminution d'expression fractionnelle du calcium, c'est-à-dire une réabsorption, libération de calcium au niveau osseux et la stimulation de la sécrétion du calcitriol. Le calcitriol, c'est le 1,5 dihydroxycholécalciferol, c'est-à-dire la vitamine D active, le calcium. Et le calcium va favoriser l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium et une normalisation de la calcémie. Parce que ça peut ne pas être pathologique. On peut avoir besoin de calcium simplement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas plus de. Quel aliment est riche en calcium qu'on connaît tous les jours? Les légumes. Donc, on peut avoir juste besoin d'un peu de calcium dans ce mécanisme. Ce n'est pas un mécanisme qui agit uniquement quand on a une grave maladie. C'est un mécanisme qui travaille tous les jours quand l'organisme demande ses besoins. Pour la physiopathologie, c'est simple. L'hypocalcémie, c'est bien lorsque la perte de calcium depuis le compartiment extracellulaire excède l'apport de calcium en provenance de l'intestin. Parce que c'est le compartiment extracellulaire qui va donner au compartiment intracellulaire. S'il n'arrive pas à compenser ce dont il fait, il y aura une symptomatologie. Et l'hypocalcémie apparaît et les premiers signes cliniques vont apparaître. C'est qu'il y a une augmentation de perte de calcium. Les entrées ont diminué, soit les sorties ont augmenté, c'est ça. Les entrées, c'est-à-dire l'apport de calcium a diminué par diminution de consommation de calcium ou une diminution une augmentation des pertes au niveau des malades ou au niveau du digestif. Quelle a été quelque chose, c'est-à-dire l'enlèvement. On dit kératine, comme on appelle les kératines, comme les kératines de phosphore, on ne dit pas kératine. Au niveau des muscles. C'est-à-dire un manque, le calcium manque. Cette kératine peut être par plusieurs mécanismes. Ça peut être dû à une pancréatite, ça peut être dû à une matérialiste, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ce calcium ionisé, il est consommé, il est utilisé. Il y a quelque chose qui demande qui utilise ce calcium, et ce calcium va baisser. Le calcium ionisé, soit les récepteurs CA. Pas le calcium, l'hypocalcémie. Moi, j'ai vu que ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Tu as vu ça, hein? Je ne sais pas entendre l'histoire, vous avez dit identifier les récepteurs. Oui. Alors, dans l'hypocalcémie, Regarde, le récepteur CA, SA, qui est au niveau des parties qui reçoit les messages, est très sensible à l'hypercalcémie. Quand il y a une hypercalcémie, il unit la PDH. Quand il y a une hypocalcémie, il active la PDH. C'est très simple. La PDH, c'est une hypercalcémie, on ne peut pas appeler cette organisation. Mais son récepteur qui reçoit les messages, c'est le CA-SA. C'est la même chose que la première. Il y a une hypocalcémie. Tu vas la tout à l'heure, pourquoi il y a une hypocalcémie. Donc, là, on passe au sérieux, c'est-à-dire le diagnostic que tout médecin va voir. C'est ce qui, en pratique, va gagner le malade de l'autre. Le malade ne va pas gagner de la théorie de tout ça. Le malade qui vient, il va être traité, il va un traitement, il va sortir avec un traitement, il va sortir de son hospitalisation et il ne s'intéresse pas au récepteur CA. Il ne s'intéresse pas à ce qui fait la vitamine D, ni la PDH. Vous devrez diagnostiquer votre malade et les soigner, c'est votre rôle en tant que médecin. Donc les circonstances de début être fortes, on a dit chaque fois. Un malade qui vient en consultation, il vient en standard, comme ça, on a l'hypocalcémie. Donc on doit se poser la question, pourquoi il y a l'hypocalcémie? Quand il y a des manifestations, quand il y a des signes cliniques, on va à ces signes cliniques, il suit l'hypocalcémie, on va lui demander dans son bilan une calcémie ou des complications. On peut diagnostiquer les malades comme on a des complications, un malade qui fait des convulsions, un malade qui fait des crises de tétane, un malade qui est presque paralysé, qui n'arrive pas à marcher.
chez les douleurs osseuses, c'est très important. On peut diagnostiquer l'organe facial. Donc, pour les signes, comme je vous ai dit, le calcium ionisé permet la production des neurones et entre les issues. Donc, la symptomatologie la plus importante est la symptomatologie neurologique. Le malade a des paralysies au niveau des membres. Il a des fourmillements. Il dit qu'il sent quelque chose qui marche au niveau de pied. Il ne sait pas ce qu'il a. Ce qu'on appelle des classifications, c'est des signes neurologiques. Il n'arrive pas à exprimer. Il peut dire qu'il a une sorte de. Un fourmillement, il peut dire ça. C'est le meilleur. Il peut avoir des contractions, des crampes musculaires. Est-ce que vous connaissez les crampes musculaires? Vous savez que ce n'est pas tous les jours. Parfois, vous vous réveillez la nuit, vous avez une crampe. C'est une cassure. Et l'espace. L'espace, c'est beaucoup plus grave. Dans l'espace, il a des difficultés à respirer. Professeur, les tétanies et convulsions sont des signes et complications. Ce sont des signes? Et complications aussi. Oui, c'est des signes. Le malade peut, normalement, si on va les considérer, on va parler surtout de tétanies de convulsions au niveau du diagnostic de gravité. Et on va les citer comme des signes positifs. C'est différent des convulsions. On peut savoir. Les convulsions, c'est autre chose, les tétanies. Les tétanies, c'est des contractions musculaires, mais la personne a sa conscience. Ce n'est pas comme les convulsions. Et habituellement, ils sont bilatérales. S'il a des crises de tétanie là, au niveau supérieur, il n'a pas ça localisé comme ce qui se passe dans les convulsions, mais une hypoplasie, il peut être stimulé par les convulsions. Professeur, contracture, les crampes, l'espace ne sont pas idem, ne sont pas les mêmes. En fait, c'est des signes qu'on peut exprimer de différentes manières. C'est plus au niveau musculaire, la contracture. Une personne peut dire qu'il sent que c'est contracture, peut dire que c'est une crampe, mais la crampe est beaucoup plus douloureuse que la contracture. Parce que ça fait excessivement mal. La contracture sent que c'est un peu dur, c'est contracture, mais la crampe est excessivement mal. L'espace, on parle de ça surtout au niveau de parfois, vous dialysez un malade, après la séance de dialyse, c'est un malade avec une essence rénale avancée, vous le dialysez, on n'avait pas dosé la personne. Et le malade convulse au moment de la séance de dialyse. Parce qu'il y a un deuil qu'on met au niveau de la machine de dialyse. Parfois, il est pauvre en pression. Et si on dialyse un malade qui a déjà une calcémie, on le met sur un mec qui est pauvre en pression, ça va favoriser encore l'hypopression. Et le malade va convulser au moment de la séance de dialyse. Donc, il faut toujours, avant de dialyser un malade, avant de le brancher, prendre sa calcémie, pour qu'il n'aggrave pas son hypopression. Et le supplémenter au moment de la séance de dialyse. Donc, ça c'est des manœuvres, ça c'est un exemple empirique, c'est pas un signe clinique. C'est à vous de chercher ce signe clinique. Vous connaissez la manœuvre de Rousseau? On a parlé de ça. Parfois, vous la faites sans avoir fait ça exprès. La faites, ça vient comme ça. Vous prenez une tension pour un malade à la consultation, et le malade bizarrement, il fait comme ça. La main d'accoucheur, c'est la main d'accoucheur, ou mon accoucheur, c'est-à-dire la sage-femme ou le gynécologue. Quand il veut accueillir un enfant, il veut le prendre par sa tête, il prend comme ça. Donc, la manœuvre de Rousseau, augmenter le bassin jusqu'à ce que ça dépasse la pression systolique habituelle du malade. Donc, si un malade a une systolique à 13, quand je vais vous allez augmenter la poids, compter jusqu'à ce que la systolique arrive à 18 à 19, vous gardez ça pendant 3 minutes, et le malade te fait ceci, c'est un signe qui suit. Et le deuxième signe qu'on appelle le signe c'est une contraction du muscle facial ipsilatéral. Quand on percute le nerf facial à côté de l'oreille, en avant de l'oreille. Je crois que c'était ça, c'est
les deux signes. Je voulais vous montrer ça directement chez des malades. On a les signes de Schuster et les signes de Proust. Donc, les autres signes cliniques, les signes ça apparaît comme les autres, c'est pas esthétique. C'est l'infection, les extrémités, les hyposthésies. Et on va avoir même des signes psychiques. On a qui sont une anxiété, qui a une dépression, irritabilité. Les traits nerveux, donc, ça peut être des signes d'hypocalcémie, mais habituellement, c'est l'hypocalcémie qui apparaît déjà. C'est pas l'hypocalcémie. Et les signes cardiovasculaires, on peut avoir une hypotension artérielle, on peut avoir une insuffisance artérielle, et à l'ECG, il y a des signes classiques connus. C'est l'allongement du segment PTC, ouais, c'est la zone souvent. Bizarrement, vous faites un ECG coronaire, ça peut être des plaques fortuites, vous faites un ECG coronaire et vous retrouvez un allongement du pitié. Cet allongement du pitié doit devoir faire dans le calcul. Ici, on a un allongement du pitié qui est à l'ordre de 5 secondes. Et très allongé. Quand vous voyez ça sur un ECG, pensez à l'hypocalcémie. Parce que l'hypercalcémie coronaire, un pitié qui est raccourci, c'est l'inverse. C'est un petit peu l'inverse. Parce que dans les pitiés, c'est des petits pièges. Donc, les signes cliniques, ça c'est plus des signes chroniques. Quand il s'agit d'hypocalcémie chronique que le malade a depuis vraiment. Là, il va développer un nœud papillaire, une cataracte, il aura des problèmes cutanés, une sécheresse cutanée, des caries, des anomalies dentaires, des cheveux secs avec chute, des cheveux et des ongles cassants, mais c'est l'hypocalcémie chronique qui fait déjà le signe. Donc, pour confirmer le signe biologique, pour confirmer c'est très simple, il faut faire une prise de sang au laboratoire. Il faut doser la calcémie. Soit vous faites la calcémie dosage, vous demandez ça au laboratoire, soit vous faites la calcémie ionique. Le plus pratique, vous ne pas réfléchir à faire ce qu'on appelle une calcémie écologique. Soit vous connaissez la calcémie écologique, vous allez attendre de faire ça. Oui. C'est pour ne pas avoir ce souci, parce que la calcémie écologique, c'est fait pour la calcémie totale. Parce que la calcémie totale, c'est la calcémie qui est liée au protéine, surtout à l'albumine. Donc, si vous avez une hypoalbuminémie, ça simule une hypocalcémie. Ce n'est pas une vraie hypocalcémie. Et cliniquement, les malades aussi n'ont pas de signes d'hypocalcémie. Ne fait pas de parastation, ne fait pas de température, ne fait pas de tremblement. Tremblement, c'est un signe, j'ai oublié de dire ça. Tremblement est un signe d'une hypocalcémie, il faut le dire. Donc, c'est un signe. Est-ce qu'il y a une complication des deux? Je ne sais pas ce qui font les observateurs. C'est ce qui est sûr qu'il faut traiter la calcémie. Il faut traiter la cataracte. Est-ce que la cataracte se soigne de façon spontanée si on corrige la calcémie qui va guérir? Je ne sais pas. Mais j'imagine qu'on doit traiter la cataracte. Et s'il y a des dépôts et de la fibrose au niveau de l'œil, c'est difficile que ça soit corrigé sans chirurgie. Donc, vous allez doser. C'est une prise de sang à jeune. Parce que le calcium peut monter. Si quelqu'un prend des fromages tout de suite au yaourt, après 45 minutes de temps, vous faites la calcémie peut monter. Donc c'est une calcémie à jeune. C'est comme la calcémie à jeune. S'il vous plaît. Allemagne et soyez sérieux, vous êtes des médecins. En 2 ans, vous allez prendre la responsabilité. Donc, suivez avec vous. Je peux se remercier de vous. Celui qui n'a pas envie d'assister peut sortir sans souci. Je n'empêche pas. Mais dès qu'il est là, il se concentre. Professeur. Ça peut faire parce qu'il y a des différents doctrines quand il y a. Professeur. Donc, c'est vrai que tu dois demander ça au laboratoire. Tu précises, tu lui dis calcium ionique, tu lui dis calcium, c'est tout.
Professeur, on fait des prélèvements avec le garrot. L'idée de ne pas faire avec la table. Tous les prélèvements, l'idée de ne pas les faire sans table. Si on peut les faire sans table, c'est l'idée. Pour qu'il n'y ait pas de modus de tout prélèvement. Donc, ça c'est le diagnostic de gravité. Vous avez posé votre diagnostic. Et le diagnostic de gravité, c'est l'urgence. Quand vous avez une hypocalcémie aiguë, sévère, symptomatique, un malade qui a des crises de tétanie, qui a une calcémie qui est inférieure à 75 ou une calcémie à 70, il faut le traiter le plus vite possible. Il faut perfuser vos malades avec du calcium. Il ne faut pas badiner avec ça. Donc, les signes cliniques de l'hypocalcémie aiguë, sévère, ça peut être des convulsions, ça peut être des crises de tétanie, ça peut avoir des signes cardiaques, du laryngospasme, ainsi de suite. Et vous savez, quand vous dosez la calcémie, vous trouvez la calcémie qui est basse. Vous allez commencer votre perfusion. Mais essayez de faire, si vous pouvez faire des gaz qui sont en même temps, faites-le doser le potassium, bien évidemment, très facile à faire, et doser le magnésium, parce que tous ces éléments favorisent une hypocalcémie. Si vous les corrigez, vous n'allez pas corriger l'hypocalcémie. L'alcalose métabolique, par quel mécanisme elle favorise l'hypocalcémie? L'alcalose métabolique, vous allez la voir, il y a plusieurs autres pathologies qui font dans les alcaloses. En fait, le calcium ionisé est diminué. Donc la calcémie est normale parce que l'alcalose favorise et inhibe l'albumine. C'est-à-dire que le calcium ionisé va se lier à l'albumine, favoriser la liaison. On en a plus de calcium qui est lié à l'albumine. On avait 40%, ça va augmenter. Ça va aller à 60%, 70%. On a moins de calcium ionisé, alors que le calcium ionisé, c'est lui qui est actif. Donc, elle favorise la liaison du calcium qui est liée au protéine qui est inactif. L'hypocalcémie, elle inhibe la PTH. Elle laisse pas la PTH faire son effet. Et le magnésium, l'hypomagnésium, c'est la même chose. Le magnésium est indispensable pour l'activité de l'organe PTH. Donc, comme je vous ai dit, si c'est une hypocalcémie aiguë, il faut hospitaliser votre malade pour initier des soins intensifs. Prenez une voie pour votre malade rapidement. Mettez-lui une soin de régal. Une bonne voie parce que vous avez mettre du calcium. Monitorez votre malade. Mettez un spot. Vous allez s'éveiller son ECG en même temps. S'il avait un QT qui est allongé, vous allez voir sur votre ECG que le QT, c'est en masse. Donc, là, vous pouvez mettre 2 ampoules de glycolate de calcium rapidement. Mais toujours en perfusion. Vous savez pourquoi? Le calcium doit se faire passer tout doucement. On ne peut pas le mettre en immédiat. L'insuffisance rénale. Chaud. Le calcium est très facile. Pour le rein. Oui. Oui, doit être Doit être lente. lente. Doit être lente. Pour le cœur. Les 2 reins, on peut les faire passer en quelques minutes, et c'est toujours important. Pas en idée de corriger le plus vite possible, et après la production doit aller. Parce que c'est très toxique au niveau veineux. Il peut faire une brûlure au niveau veineux, faire même une nécrose titanique, et c'est très dangereux, ça peut aller jusqu'à une gangrène. Il y a des enfants en pédiatrie qui ont mis des gangrènes à cause du calcium. Surtout le chlorure de calcium. Il y a les glycolates de calcium et il y a le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium est très riche en calcium élémentaire, mais il est dangereux. On doit le mettre si on a une voie centrale. Si on est en réanimation, on a une voie centrale au niveau jugulaire, une voie centrale au niveau soclaire. Et notre malade est en très bonne condition, on peut mettre du chlorure de calcium. Mais si on a une voie périphérique simple, c'est préférable de mettre du glycolate de calcium. Faites-le passer tout doucement. Si votre malade a une hypocalcémie, corrigez aussi l'hypocalcémie. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ça va aider à corriger l'hypocalcémie. Si vous avez une hypomagnésémie, aider à corriger l'hypomagnésémie. Et monitorez votre malade et surveillez ce malade, c'est le point.
médicaments hystériques favorisent un peu l'hypocalcémie. Il y a des médicaments qui favorisent tous les médicaments qui peuvent favoriser l'hypocalcémie, qui peuvent aggraver l'hypocalcémie, qui peuvent créer des problèmes cardiaques. Parce que comme la liste aussi des problèmes cardiaques, il faut arrêter tous ces médicaments. Quand tu as un malade qui a une potentiel artérielle, la première des choses que tu veux aider les personnes du la première chose que tu veux aider, c'est de faire quoi? Arrête tes antihypertensifs. Il est en train de faire un collapse. Tu ne vas pas le laisser avaler son premier soin. Ou c'est un malade qui permet des biphosphonate. Les biphosphonate, c'est des médicaments qu'on donne après à toute la personne. Ils font un levier de la chaussure. Tu vas dire au malade, arrête ton biphosphonate. Il a dit pamidronate qui prend. Je lui dis, arrête ton pamidronate. Donc, là, on passe. On a vu le diagnostic positif. C'est un diagnostic. C'est des signes cliniques. On a vu, c'est des malades qui font des parasthésies, qui font des crampes, qui ont des contractures, qui ont des douleurs osseuses. Et à la biologie, avant ces signes cliniques, on a demandé une biologie hypocalcémique, on a trouvé l'hypocalcémie. Donc, on a fait le diagnostic positif de notre malade. On va évaluer est-ce que c'est un diagnostic de gravité, est-ce que le bon hospital de notre malade est menacé. Si est menacé, on commence à traiter rapidement notre malade, on le supervise, on le traite. Si c'est un malade où le hospital n'est pas menacé, qui n'a pas d'hospitalisation, on fera notre enquête étiologique. Parce qu'il faut savoir l'étiologie dire quoi, les données de traitement. Mais il ne faut pas confondre l'hypocalcémie avec autre chose. Bon, le diagnostic différentiel est très simple. Quand il s'agit d'un diagnostic biologique, habituellement le diagnostic différentiel est facile. Ce n'est pas compliqué. Et vous allez voir ça quand on fera les glomérulopathie, on fera l'IRC, le diagnostic différentiel est assez compliqué. Pas assez compliqué, mais c'est un diagnostic différentiel. Il faut quand même utiliser un peu de méthode. Mais c'est simple. Mais ça, c'est la calcémie collective. Vous faites une calcémie totale, vous la trouvez à 75. Pour certains. Vous la trouvez à 75 et votre malade ne fait pas une chose. Votre malade ne fait pas de signes cliniques d'hypocalcémie. Donc, et vous allez le faire payer. Il faut que vous lui demandiez de la payer. Albuminémie, une procédure, on peut faire la calcémie collective aussi avec la procédure. Je n'ai pas ramené la formule, je vais ramener ça là. Donc, le malade n'a pas de signes cliniques d'hypocalcémie. Donc, vous doutez que c'est une vraie hypocalcémie. Vous faites la formule, c'est dans toutes les smartphones. L'application médicale ou votre application, il y a les formules. Vous mettez votre calcémique et il faut bien voir sur la formule est-ce qu'ils ont mis du millimètre ou du millimètre. Vous respectez ce qu'ils ont demandé, vous mettez la valeur en fonction de ça. Il va vous donner la vraie calcémique du malade. Donc, on va dire qu'il n'a pas d'hypocalcémie. On a trouvé un certain nombre de il a une anémie qui est à 18. Conséquence de très profonde. La biologie est à 18. Vous dosez la calcémie. Vous trouvez une calcémie qui est à 68 ou 80. Parce que votre malade a une hypocalcémie. Ce n'est pas une hypocalcémie. Comme autre diagnostic différentiel, si vous avez des convulsions, donc le malade vient en salle, il convulse. Il n'est pas encore indologé. Ça peut penser à une calcémie. Ça peut être une hypocalcémie. Mais il faut réfléchir quand même. Ça peut être un espace conflit. L'espace conflit, vous connaissez l'espace conflit? L'espace morpholytique. FIDM. FIDM. Le spasme, c'est spasme. Est-ce que... Oui, c'est un peu de les filles doivent connaître ça. C'est des signes, c'est pas une pathologie, en fait, c'est fréquent chez les jeunes adolescents. Donc, ils ont des crises de tétanie, ils sont anxieuses, dépressives. C'est l'anxiété qui fait ça. Vous pensez que quelqu'un vit qu'ils ont des crises. Ils font des tétanies réellement. Et c'est des tétanies, ils ont une hyperventilation à cause du stress. Et puis, alors, ces gens, je pense que c'est quelque chose de grave. C'est l'hyperventilation. Il va créer une alcalose. Respiratoire. Respiratoire. C'est l'alcalose et le respiratoire. Donc l'alcalose, il va faire le mécanisme. Il va favoriser la liaison du calcium au niveau de calcium avec les protéines. Le calcium ion évadé au niveau de système. Mais c'est une personne qui est normale. La spasmophile, c'est un terme francophone. Mais les anglo-saxons, ils appellent ça hyperventilation syndrome. Il y a une hyperventilation, il y a une alcalose métabolique. L'hypocalcémie, vous pensez à ça si on a des paresthésies.
vous éliminez le diagnostic facilement. Pas de calcium. La calcium chronique, c'est une formule inventée je ne sais pas, par des algorithmes qui concernent des milliers de personnes. C'est comme ça que les formules mathématiques s'est fait. Donc, si j'ai fait cette formule, j'ai la réelle limite, j'ai la réelle maximum. C'est toujours le calcium, c'est toujours un milligramme par kilo. Si tu fais le calcium ionisé, il est normal ou augmente. Il est normal ou augmente. Quand tu fais le calcium, tu as une fois et si tu avais fait ton calcium ionisé, tu avais trouvé une valeur normale, même augmente. Voilà. Donc, on passe au diagnostic étiologique. Diagnostic étiologique. Vous savez comment on fait le diagnostic étiologique? On fait d'abord une enquête étiologique. Et après, on cite des étiologies. Donc l'enquête étiologique commence par l'interrogatoire, après on fait l'examen physique, et après on fait les examens du laboratoire. Interrogatoire, vous demandez votre malade, est-ce qu'il prend les anticonvulsants? Pourquoi? La pédiatrie et l'absorption du GST, les laxatifs, c'est la même chose. Les biphosphonates, je viens de vous dire ça, c'est des médicaments qu'on utilise. En cas d'hypercalcémie, donc il aide à la fixation du calcium au niveau osseux. Les calcimétiques, vous connaissez les calcimétiques? Calcimétique. Non. C'est des bloqueurs de la pH. C'est bloqueur de la pH. Les calcimétiques, c'est bloquent la pH. C'est des médicaments qu'on donne chez les diabétiques très fréquemment parce qu'ils font des états secondaires et tertiaires, surtout la tertiaire. Vous allez voir, on va voir ensemble le donc, la seule chose qu'ils sont malades ne prend pas. Les laxatifs, par quel mécanisme ils vont faire une calcium? Je vous sais déjà. L'absorption. Au niveau du tiers, j'ai oublié le terrain parce que c'est évident. S'il a une maladie sous-jacente, s'il a une pancréatite, oui. La pancréatite peut donner une hypocalcémie si on a une pancréatite. Mais oui, il y a. Qu'est-ce qu'on dose pour diagnostiquer une pancréatite? L'hypasémie. Oui. Parce qu'elle est augmentée la Trois lipazémie. fois. La lipazémie va favoriser une nécrose graisseuse. Il y aura beaucoup d'émigration d'acide gras. Ces acides gras vont au calcium. Donc il y aura une précipitation de calcium. On va dire le calcium ionisé. C'est la même chose pour l'abdomyolyse. L'abdomyolyse, c'est une liste des glucides. Donc il y a une libération du phosphore, il y a une libération du potassium. Et le calcium va se lier à ce phosphore. On aura une diminution de la calcémie de sepsis. Il y aura un blocage de la PTH. Il y aura une libération du phosphate. Et ainsi de suite. C'est notre mécanisme. Donc, eh bien, c'est bien évidemment les maladies où il y a une malabsorption du intestin, la chute. Si on n'a pas d'intestin, on ne va pas absorber du calcium. Non. L'hypocalcémie en cas des enseignements, l'élément déclencheur. On avait dit, Vitamine D. on avait dit que le calcium est géré au niveau de trois sites. Au niveau intestinal, au niveau rénal et au niveau osseux. Il y a une essence rénale chronique. Donc, le problème, au niveau rénal, qu'est-ce qui se passe au niveau rénal? Qu'est-ce que le rein fait pour favoriser Filtration. L'absorption. Vitamine D active. la vitamine D active? La deuxième hydroxylation de la vitamine D, ça se passe au niveau du rein. Si c'est rénal, il n'y aura pas d'hydroxylation de cette vitamine D. Cette vitamine D, elle permet l'absorption du calcium au niveau intestinal.
Donc les étiologies. Les étiologies sont classées en fonction de la PTH. Donc, soit vous avez une PTH qui est basse, c'est 13. Si vous avez une PTH qui est basse, le problème de l'apparatus normal. Si vous avez une PTH qui est normale, Central. dû à un problème de PTH, et un problème direct, et la PTH aussi peut être élevée. On verra les trois types de. La PTH est normale. Problème de PTH مرات. Donc, les hypocalcémies avec PTH passent. Donc, la PTH n'est pas là. La PTH n'est pas là. C'est une hormone hypercalcémique, elle n'est pas là. Elle n'est pas sécrétée avec l'information. Donc, soit un malade a fait une stéréotomie, et le chirurgien, normalement, quand un chirurgien il a une stéréotomie totale, il isole deux choses. C'est le nerf récurrent, c'est grave si on touche le nerf récurrent, et isole ces quatre glandes parachutiques pour enlever la thyroïde. C'est comme si on fait une effectum, on isole les cheveux, on enlève la glande solaire, et on va enlever les deux glandes solaires. Et là, ça va se vascularisation. Et c'est pareil. Mais par exemple, malheureusement, c'est pas ça. La thyroïde, on a enlevé on a fait sortir les parathyroïdes. Voilà. La PDX, ça veut dire parathyroïdectomie. C'est-à-dire des glandes qu'on a enlevées. Et ça, c'est fait. Parce que nous, on est phrologues, on envoie les malades pour des PDX. Pour des parathyroïdectomies, c'est des malades qui ont une hyper-para, vous allez voir ça dans le cours de la personne, qui ont une hyper-para tertiaire. Tertiaire, c'est-à-dire la parathormone est sécrétée de façon autonome. Anarchique. Elle dépend plus de la valorisation. Elle est sécrétée. Il y avait l'hypocalcémie, il y avait une hyperpara secondaire qui a l'hypocalcémie, parce qu'il y a une hypocalcémie qui a l'hypocalcémie. Elle sécrète. Mais après, elle se autonomise. Donc, elle continue à sécréter. On envoie le malade. Il enlève les sécrétiers, c'est-à-dire il enlève 3 glandes et la moitié du quatrième. Malheureusement, si on enlève ça parfois, on n'arrive pas à avoir le PTH. La PTH devient trop basse et le malade a toujours une complication. C'est une complication qui peut arriver au malade civil PTX. Et c'est ce qui fait souvent ce qu'on appelle Angry Body syndrome. Le syndrome de l'os de la femme. Angry, ça veut dire femme en anglais. Oui. Les gens ne connaissent pas. Moi, je ne connais pas là. Donc, un malade qui a subi une radiothérapie, une infiltration néoplasique qui a infiltré les glandes, ou des maladies de surcharge. L'hémochromatose, ce n'est pas uniquement au niveau du foie. Donc, les causes iatrogènes, la PTH est basse, comme on a dit tout à l'heure, pandicalcémie aussi, pandracyclosporine. Et il y a un défaut de synthèse ou de sécrétion de PTH. C'est un nouveau-né qui est né, malheureusement, avec l'absence de glande parasolaire. Il va tout le temps progresser. Puis, hypoplasies qui sont trop petites, sécrétées, pas ou une limitation du gène de la PTH. C'est hypoparasolaire qui est besoin. Donc, la PTH n'est pas sécrétée. Donc, ça, c'est les hypocalcémies avec PTH basse. Donc, hypocalcémie avec PTH normal. Donc, vous avez l'hypocalcémie hypercalcémie familiale. C'est la question de la dame. Donc, quand il y a une activation du gène du calcium, parce qu'il est très sensible à l'hypercalcémie, quand ça augmente, il inhibe la parathormone. Quand la calcémie, ça augmente, c'est là où agit les calcémies de médicaments. Ça, c'est pareil. Donc, le gène sent que tout le temps, il y a une hypercalcémie. C'est une maladie. Donc, il va bloquer la PTH. Et hypoparathyroïdie transitoire, c'est des nouveau-nés. C'est après les chirurgies. Il peut avoir une hypoparathyroïdie transitoire, mais ça arrive dans l'exemple des parathyroïdies. Moi, je vous ai parlé dans le sens là. L'hypocalcémie avec PTH, la PTH est là. Elle répond à l'hypocalcémie. Le site des CASR,
c'est la vitamine D, on n'a pas de vitamine D. Donc, soit on enlève la vitamine D elle-même, la vitamine D active, ou les métaboliques. C'est des gens qui ne voient jamais le soleil. Ils n'ont pas la 25. Le polycalcium, parce que le 25, c'est la l'oxydation au niveau du corps. La vitamine D initiale, qu'on va avoir un peu de peau, il y a l'exposition aussi en ultraviolet. Ils n'ont pas cette vitamine D. Donc, soit dans la naissance, soit dans la carence. Naissance, c'est rapide, le jeu et la carence, c'est en inférieur à 10. Donc, le déficit absolu en qualité d'une exposition solaire insuffisante, un apport alimentaire insuffisant, parce qu'on va avoir des satisfactions des éléments, la malnutrition, la débilité, et les syndromes de parce qu'on a une fuite du 1,25. Il y a des fuites d'hormones qui peuvent se ou des défauts d'identification au niveau pratique. Après, vous avez au niveau pratique, il y a une cirrhose biliaire, il y a une cholestation. Il y a trois fonctionnements qui ne sont pas à faire après l'identification de la vitamine D. Ou des défauts d'identification. Donc, la PDH est là, mais on n'arrive pas à. Parce que il n'y a pas la secondaire. Il n'y a pas la secondaire qui est dans les naissances. La PDH, c'est tu peux il n'y a pas qui est les informations qui progresser. Parce qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau rénal. Ou il y a une acidose qui est là. C'est dans les employés. Ou il y a un problème. C'est dans les employés. C'est chocomatique. Oui, c'est un syndrome. C'est un syndrome. Il y a une différence. Il y a une différence entre syndrome et différence. Le syndrome de la syndrome, c'est un autre signe qui est un syndrome de Fanconi, mais c'est à plusieurs syndromes de Fanconi. C'est un problème de l'absorption donc, on a une absorption parce que le calcium a 75% de ce qui est l'absorption de l'eau. On a un souci de l'absorption. Donc, et la chiffre, il fait le développement naturel. Donc, il y a un problème de déficit. Notre part, c'est génétique. Il y a un déficit. On n'a pas de vitamine active. Because in apprend à les deux, mais les deux expériences, il agit au niveau de la société. Et il y a une fuite n'est-ce pas la réabsorption de réabsorption expression, c'est ça? Donc, ça c'est la très simple. L'hypocalcémie.
on va donner la PTH. Il faut allumer. Besoin de la calcium ion, c'est pas pour la calcium plus faire encore 2 états. Et si ça se confirme que la calcium est basse par la calcium ionisée, par la calcium ionisée, là on a besoin de PTH. Si on a un PTH basse, on recherche les étiologies. Soit des maladies congénitales, la génétique, comme le syndrome de T. George, je ne sais pas si c'est ça, acquise comme un chirurgien, comme dû à la biothérapie, la radiation cervicale, ou des maladies séchage, ou à maladie par les calcium multiples. PTH normal, c'est dans le syndrome. La maladie, l'hypocalcémie interactionnelle, dont je vous ai parlé, il y a une stimulation de l'unité. Ici, c'est le centre de CRSR, et une comparaison de la maladie. Et la PTH, elle est faite, c'est là où on a l'IRC, et les problèmes de vitamine D, et les pseudo-hypertension. Vous connaissez le pseudo? Chouba. Ça fait semblant que c'est. Mais en fait, la parathormone, elle est là, elle est sécrétée. Elle agit, n'est-ce pas, on a vu, en favorisant la réabsorption du calcium, on est contourné, distal, et 10 à 20% du calcium sont réabsorbés au niveau du type contourné par la PTH. C'est à travers une enzyme qu'on appelle la MP cyclique. Cette MP cyclique néphrogénique, il y a une mutation, elle n'accepte pas cette PTH. Donc là, tu penses que le malade a une hyperparade, alors que non, la parathormone elle est là, mais elle n'agit pas simplement. Elle est efficace, elle n'agit pas sur ces récepteurs. Et le malade, bien sûr, il faut que c'est la PTH, elle est efficace. Les précipitations comme ce qui se passe dans la pancréatite, on a dit, les rhabdomyolyse, c'est-à-dire le calcium il s'est mis à autre chose. Il s'est mis au phosphate. Il s'est mis au acide gras, il s'est mis à n'importe quelle chose et ça donne une hypocalcémie qui est ازيك؟ ناس كده بتبقى تستلف والله بالراحة. parce qu'elle agit pas. حاجة قلنا من أجل الله يستاهل. Il pense qu'il y a une hypertension. Il est tout activé. Ou sensible à l'hypertension. Bien sûr, à l'hypertension. Quand il y a une hypertension, il bloque la parathormone. Quand il y a une hypertension, il suit la PTH. Lui, il va penser qu'il y a une hypertension. Il est activé tout le temps. Il va bloquer la PTH. La PTH, qu'est-ce qu'elle fait au niveau des mains? Elle fait une réabsorption. Si elle n'est pas là, il n'y aura pas de réabsorption. La calcium va augmenter, il y aura une hypertension. La PTH. Donc, pour les moyens, pour les buts du traitement, c'est de corriger les sites hypocalcémiques. S'il y a des troubles hydroélectrolytiques associés, s'il y a une hypomagnésémie, s'il y a une hypocalémie, il faut la corriger. Et bien sûr, éviter les complications et traiter l'étiologie. Si
on ne traite pas l'étiologie, si un malade, par exemple, il a un déficit en vitamine D, et on continue à lui donner l'éducation, on n'a pas corrigé l'étiologie, bon, il va continuer tout le temps à avoir l'hypocalcémie. Si tu as l'hypocalcémie, allez, il va le faire son hypocalcémie. C'est mieux de chercher l'étiologie et de la traiter. Parmi les moyens qu'on a des décisions géants diététiques. C'est le régime calcium, phosphorien. Qu'est-ce que vous connaissez comme élément? Lait. Un calcium, bien sûr. Fromage. Ça, c'est à base de lait. Et aussi à base de lait. Les poissons. Non, le NA. Bon, dans notre alimentation traditionnelle, on n'a pas de sensibilité. Il n'y a pas de calcium. Professeur, C'est les amandes, non. Moukessara, Ok. les amandes, les épinards, Le حرور. يقلب. L'épinard. la jeunesse normale pour voir Les épinards, je me pense. vous les connaissez? Les baharat. Arabe, vous la connaissez à Hassania, je ne connais pas. Baharat. l'épinard, mouloufi, taqiyat taraf. تقية. عند المصرية تقية. ملوخية خضراء. تقية. Donc, vous les قمش. S'il vous plaît, on va finir de tous les tests. Donc, pour les traitements, pour l'indication par voie IV, vous avez vu ça, c'est dit pour l'indication, biodétection, j'en coûte 1 gramme, 500 grammes. Par voie A, vous avez les carbonations surtout, l'europol, vous connaissez ça, l'europol, l'idéos, calcidial. On est probablement dans les grandes perspectives de personnes, on est tous les jours, ces personnes, tous les jours, on se réveille, on est effectivement, il a une personne parce que normal, on est hypoglycémie, c'est dû à l'AHC. Donc on voit comment vous avez la vitamine D, soit il est dosé, donc, qui est, c'est pas la forme active, mais c'est la forme qui facilite après l'oxydation du niveau du foie et l'oxydation de l'eau. Il y a le 1-alpha. Le 1-alpha. Le 1-alpha, c'est l'enzyme qui faisait l'oxydation au niveau de l'air par rapport à ça, on a des capsules. Il y a des capsules à 25, il y a des capsules à 25, il y a des capsules à 5 microgrammes. On peut donner ça au malade. Et il y a la forme active, même de la vitamine D, qu'on appelle l'accès. Mais c'est pas commercial, c'est à bonne valeur. Allez, c'est pas ici. Native. Il faut toujours doser la vitamine D, la 25, l'oxyde, il faut toujours doser ça. Déjà, ça peut être l'hypoglycémie qui est autre chose. Ça ne peut pas être un déficit de vitamine D, mais si vous n'employez pas les malades à vitamine D, vous allez favoriser encore l'hypoglycémie. Donc, traitez l'hypoglycémie, traitez l'hypovitaminose D si vous avez ça, et cherchez toujours une autre étude. Ça peut être simplement diagnostic de vitamine D, et ça peut être dû à autre chose, votre malade prend des calciométiques, prend des, je ne sais pas moi, des anticonvulsivants, etc. Active, c'est la vitamine D qui a déjà subi les 2 hydroxylations. C'est la vitamine D qui permet directement de faire l'absorption intestinale. Tu peux la donner, ça existe. Mais l'IV-dose qu'on appelle ici, ou la vitamine D qu'on donne, c'est le cholécalcifère. C'est le cholécalcifère. Professeur, معناها la deuxième préférée pour les insuffisants même La deuxième, la clé actuelle. C'est l'idéal pour les malades à l'insuffisance rénale. Mais tu peux donner son malade n'a pas de problème de foie. Il va faire son hydroxylation au niveau du foie. Et tu lui donnes du 1-alpha. Lance, tu apportes ça et tu auras ton vitamine D active.
que ici on dose que ce qu'on dose ici, là, dans la malade, c'est l'immédiat. La vitamine D qu'on donne, c'est elle qu'on dose. Dans les laboratoires. D'autres vitamines, pas de ça. On ne sait pas ce qu'il a comme présent, parce que ce n'est pas de ça. Il faut les deux. Il faut avoir de l'activité dans le laboratoire. Donc, pour votre moyen, on a presque terminé. Je souhaite que vous discutez avec nous. Cheval, ça, on a presque terminé. Pour les moyens médicamenteux, il faut donner du magnésium si votre maladie est pour moyen c'est nous. Il faut donner des résultats, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut l'augmenter la tracémie, la PDH. Comme hormone, elle n'est pas utilisée dans le monde. Elle ne plie? Complètement comme médicament. Elle est très chère. Elle est toujours au niveau d'expérimentation. Et le BDTX, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut être enrichi en calcium aussi. Si tu as un malade qui dialyse, il y a l'hypocalcémie, il faut le enrichir de verre. Il y a différents verres avec différentes concentrations. Il y a des verres avec une concentration 1,25 mg par litre, d'autres à 1,5 mg par litre, et d'autres à 1,75. C'est des gaz qui sont riches en calcium. Favorise la réabsorption du calcium. Les diurétiques de l'os favorisent la sécrétion du calcium. Favorise l'hypocalcémie. Alors que les diurétiques ils aident à la réabsorption du calcium en médecine. Et l'augmentent la calcium. Donc, vous allez voir votre calcémie, vous allez classer votre maladie. Est-ce que c'est une hypocalcémie chronique, simple, asymptomatique? Vous allez donner des substances simples. Vous allez donner du calcium, de la vitamine D, si c'est une hypocalcémie modérée, il faut augmenter les doses en pression, augmenter les apports en pression. Et si c'est une hypocalcémie qui est très sévère, il faut perpusser votre maladie de pression. Donc pour les traitements éthiologiques, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les traitements éthiologiques parce que c'est pas demandé à vous. C'est un malade qui a une agénésie et une opérationnelle, ce que vous allez faire. Sauf si vous êtes des soins de ça. Vous allez traiter ces genres de malades. Mais là, actuellement, ce qui est demandé pour vous, c'est de gérer cette personne et d'avoir des premiers diagnostics qui ne sont pas compliqués. Il faut diagnostiquer une naissance rénale chronique. Il faut savoir si votre malade a un hématovirus, si votre malade a une hypoparathyrémie, vous dosez la PDH, vous voyez. Mais c'est assez compliqué pour la génésie. Comme l'hypercalciurie familiale, on ne vous demande pas ça. Même à la spécifique des projets, même à notre niveau ici, on ne fait pas cette prévention. Mais il faut quand même avoir l'idée que ça peut être ce diagnostic. Réfléchir à ça. Ne pas rester sans avoir une idée sur votre vie. On est déjà bien réfléchi à ça. On sait notre propre chronique, il faut traiter. Donc il faut prévenir aussi l'hypocalcémie. Si votre malade a un traitement diurétique, si votre malade a un traitement chimique, je vous ai déjà expliqué ça, s'il a une chimiothérapie, il peut faire une liste tumorale. Il faut lui donner du calcium en prévention. Et si on a un malade qui a une hypercalcémie, on va le traiter, on va lui faire une parathyrédoxomie. Si on fait juste après la parathyrédoxomie, on laisse faire dessus une fois que la calcium directement. Parce que la PDH n'est plus là-bas. La dialyse avec un même chez la calcium. Et là, il va faire signal. Il faut le verre éjaculatoire, je vous ai expliqué, ça c'est un verre qui est c'est calcium. Donc en conclusion, on va conclure cette on a fini. Donc en conclusion, c'est une définition biologique simple. Une calcium qui est inférieure à 90 mg par litre, inférieure à 2 mg par litre. C'est un malade qui a des paresthésies, qui a des crampes, qui a des douleurs, qui est anxieux, qui a des chutes de cheveux. Vous lui faites cette calcémie, vous vous rassurez que ce n'est pas une fausse
hypocalcémie et vous commencez à réfléchir à votre diagnostic. En dosant la PTH et vous classez votre malade en fonction de ce type de PTH. PTH basse, PTH élevée ou PTH normal. Et vous réfléchissez à votre diagnostic. Si la PTH est élevée, cherchez est-ce que le malade n'a pas un déficit en vitamine D intellectuel. C'est le déficit en vitamine D. Donc, l'hypocalcémie est traitement en néphrologie. C'est une urgence avec risque long terme si c'est une hypocalcémie sévère. Votre signe clinique n'a pas de signe clinique spécifique, mais savoir métier de l'hypocalcémie, savoir le crise des tétanes, il faut connaître les signes de trisomie, il faut connaître les signes de Chvostek, il faut connaître le CG quand il s'agit d'hypocalcémie et d'imputé à l'angiospermie. Les études pharmaceutiques et les dosage de PTH, vitamine D, est obligatoire à la pour une étude. Et je vous remercie.